C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 125 du 12 janvier 2026. Au sommaire aujourd'hui, Cédric Lemarié, qui est délégué général de la Fondation Fier, pour parler de l'inclusion des personnes de la diversité sexuelle et de genre dans le sport, notamment lors des grands rendez-vous de 2026, dont les Jeux d'hiver de Milan-Cortina. Béatrice Denaès, une grande journaliste de la radio publique française, qui partage son parcours de transition. Chronique aux petits soins, on parle des résolutions du Nouvel An avec Gengis Grenier. Et on termine avec Queer Côté Geek. On va explorer le mythe de Frankenstein queer. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Actualité. L'année 2026 s'annonce comme une année monumentale pour le sport mondial avec les Jeux olympiques d'hiver et la Coupe du monde de soccer. Mais derrière la performance, une question demeure. Le sport est-il réellement un terrain de jeu sécuritaire et inclusif pour tout le monde? Pour en discuter, nous recevons Cédric Lemarié, délégué général de la Fondation Fier et président des Eurogames de Lyon qui ont lieu en 2025. Donc, un expert de l'inclusion des personnes de LGBTQIA+, dans le sport. Bonjour Cédric, bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Bonjour Denis Martin. C'est un plaisir. Oui, c'est un plaisir de te recevoir selon le cas. Cédric, le sport prône le respect et l'égalité. Pourtant, beaucoup de personnes dans la diversité sexuelle et de genre s'y sentent invisibles ou encore en insécurité. Comment expliquer ce décalage en 2026? Alors, c'est vrai que le sport se présente comme un espace de valeurs universelles, avec des valeurs de respect, de fair play, d'égalité. Mais il faut bien réaliser que historiquement, les sports modernes se sont construits sur des normes beaucoup plus étroites au XVIIe et XVIIIe siècle, avec une masculinité dominante, une culture de l'hyper-performance, une hiérarchisation des corps, et l'invisibilité des minorités. Et il faut bien savoir que cet héritage est toujours bien présent et persiste encore. Donc, en 2026, même s'il y a eu des avancées certaines, notamment au niveau du sport féminin, qui est un peu plus visible, on est toujours loin de l'égalité parfaite. Et ce décalage persiste entre les valeurs qui sont rarement traduites en politique structurelle, au niveau des instances sportives notamment. Par exemple, les gouvernances de ces instances sportives restent en majorité à domination masculine. Alors, concrètement, qu'est-ce que la pratique sportive peut apporter aux communautés de la diversité sexuelle et de genre en termes d'émancipation? C'est un outil vraiment très puissant d'émancipation à 3 niveaux. Au niveau individuel, ça permet vraiment de se réapproprier son corps, de construire ou reconstruire l'estime de soi. Ça permet de se dépasser, de se valoriser. Donc, ça permet aussi une certaine autonomisation. Aussi d'un point de vue collectif, le sport permet de créer des espaces sûrs, de visibilité, de solidarité. Et puis enfin, d'un point de vue politique et même symbolique, le sport permet d'exister dans des espaces publics. Ça permet aussi de contredire les stéréotypes et de créer de nouveaux récits. Donc on voit bien que c'est un outil puissant pour autonomiser les personnes et avoir une meilleure citoyenneté. On va parler d'un peu de ce qui va se passer en 2026. La FIFA organise un Pride Match, c'est même historique, à Seattle le 26 juin prochain. Un grand pas, mais un match qui oppose l'Égypte et l'Iran, 2 pays où l'homosexualité est illégale. Est-ce que c'est un espèce de signe d'espoir ou une provocation malheureuse qu'on peut dire de cette décision ou de cette proposition? Alors oui, des fois, il y a parfois des coïncidences qui peuvent vraiment interroger profondément. Le fait que le match des fiertés organisé par la FIFA World Cup
2026 à Seattle oppose Iran et Égypte, qui sont deux pays où les droits humains sont vraiment bafoués et où l'homosexualité est criminalisée, ça peut être perçu comme vraiment pas anodin du tout. Et dans cette ironie, moi, ce que j'aimerais y voir, c'est plutôt une opportunité majeure de mettre en lumière les droits humains, à savoir quand même, et c'est le moment de rappeler que les terrains de sport, et en particulier les terrains de football, doivent rester des espaces de liberté, de respect et d'équité. Et là où certaines sociétés ferment les portes, telles qu'en Iran ou en Égypte, le sport a la responsabilité de les laisser grandes ouvertes à toutes et à tous. Donc ce match, c'est vrai que ça devient un moment fort, ça doit devenir un moment fort de sensibilisation contre toutes les discriminations, pour la dignité des droits et les droits humains. Et puis ça doit faire aussi un peu écho aux luttes des peuples et des minorités, et notamment dans ces deux pays. Là, on sait que Pour moi, c'est vraiment, au final, un match qui est porteur d'espoir, s'il est fait correctement et organisé correctement par la FIFA. D'ailleurs, je lisais dans Le Monde là, que la FIFA a dit que le match était maintenu malgré la protestation des deux pays. Mais si les deux pays décident de ne pas y participer, qu'est-ce que devrait faire la FIFA à ce moment-là? Alors, oui, alors vous l'avez dit, faut être lucide, les deux pays ont dit qu'ils refusent toute l'expression explicite liée aux fiertés et à l'inclusion des personnes LGBT. Alors, on n'est pas surpris par ce positionnement, mais surtout, ça ne doit pas être un prétexte à l'inaction et à laisser passer. Donc, pour moi, la responsabilité de la FIFA, elle est vraiment claire. La FIFA a vraiment ce rôle de pouvoir mettre en valeur mettre en avant les valeurs universelles du sport et de bien montrer qu'elles ne sont pas optionnelles ni négociables. Donc vraiment, ce que doit faire la FIFA, c'est vraiment assumer pleinement ses propres messages institutionnels, indépendamment de la position de ces deux équipes. C'est aussi, alors je ne sais pas si l'événement aura lieu, mais s'il a lieu, garantir la sécurité, la visibilité, la dignité des joueurs et des supporters LGBTQI+, autour du stade et pendant le match. Et puis c'est surtout une opportunité de communication. La FIFA a le pouvoir d'encadrer strictement le protocole du match et donc de bien diffuser des informations de lutte contre les discriminations, d'inclusion des personnes LGBT dans le sport. C'est vraiment en fait une opportunité pour la FIFA de communiquer sur ces aspects. Surtout que j'aimerais quand même rappeler le fameux fiasco du brassard One Love au Qatar. Est-ce que la FIFA, dans ce cas-ci, joue sa crédibilité avec ce qui se passe là, présentement, dont on vient de parler, là, avec l'Iran et l'Égypte et le match Pride? Clairement, c'est vraiment un test de crédibilité, parce que ça a été, comme vous l'avez dit, ça a été un fiasco au niveau de l'épisode du brassard pendant au Qatar. On a bien pu voir que la FIFA s'était un peu assise sur ses valeurs. Et donc, ça a vraiment envoyé un message de fragilité morale. Donc là, la FIFA a le moyen de se récupérer. Soit elle montre qu'elle a appris et qu'elle a entendu et qu'elle souhaite vraiment mettre en avant les valeurs du sport. Soit, en fait, elle confirme que l'inclusion, pour elle, reste conditionnelle et variable selon les contextes politiques et économiques, auquel cas elle se discrédite encore totalement. Vous avez présidé, Cédric, les Eurogames de Lyon. C'est encore nécessaire de nos jours d'avoir des événements sportifs réservés aux personnes de la diversité sexuelle et de genre, et pourquoi? Alors juste un point aussi de correction, c'est les événements sportifs tels que les Eurogames ou même les Gay Games ne sont pas exclusivement réservés aux athlètes LGBT. QI+, mais c'est ouvert à toutes et à tous sur la base du partage des valeurs d'égalité, d'inclusion et de diversité. Merci de la correction, oui. Donc, mais oui, ça reste tout à fait nécessaire. On en a juste parlé. L'égalité dans le sport n'est pas encore là. Et des événements tels que les Eurogames permettent vraiment d'ouvrir des espaces de sécurité où les athlètes LGBTQIA+ peuvent vraiment jouer sans aucune discrimination, se sentir à l'aise et se sentir en sécurité. Donc c'est vraiment ce genre d'espace qu'on souhaite encore et qu'on a encore besoin d'ouvrir, malheureusement, de nos jours. Ça permet à certains et certaines de pouvoir
entrer ou revenir au sport. Ça leur permet aussi de performer sans se cacher. Puis c'est aussi, je dirais même, la réussite des Eurogames, c'était vraiment un moyen de montrer qu'un autre modèle sportif est possible et que l'inclusion de toutes et tous est vraiment possible. Pour exemple, que la mixité permet aux personnes transgenres, non-binaires, de participer pleinement aux compétitions sans que cela ne pose le moindre problème. Et donc, c'est vraiment un exemple pour les fédérations de sport. Et ça leur démontre qu'en fait, c'est juste une volonté politique de leur part de le rendre possible. Il me reste à peu près 2 minutes et j'aimerais vraiment qu'on parle de ce grand événement, les Jeux olympiques Milan-Cortina, puis avec ça, évidemment, la Coupe du monde ici au Canada, au Mexique, aux États-Unis. Ça serait quoi votre souhait le plus cher pour l'inclusion des athlètes et des supporters de la diversité à ces événements-là? Mon souhait le plus cher, écoutez, c'est que les athlètes et les supporters, les bénévoles qui participent à ces grands événements sportifs puissent le faire sans se poser la question de leur sécurité, de leur visibilité et de leur légitimité. Ils sont tout à fait légitimes d'être là et d'être eux-mêmes. Il faut vraiment que l'inclusion ne soit plus un sujet exceptionnel qui est abordé un petit peu à la marge, comme j'ai pu voir dans certains événements, et que ça devienne vraiment une évidence opérationnelle, et que ces grands événements sportifs, ces compétitions, puissent vraiment laisser aussi un héritage concret d'inclusion et de lutte contre les discriminations qui est vraiment mesurable et qui permettent aussi d'infuser au niveau des clubs et des associations de sport. C'est en montrant et en donnant l'exemple que, en fait, on permet à ces valeurs de diffuser et à ces bonnes pratiques d'être aussi adoptées par les plus petits clubs, par exemple. Oui. Ça serait vraiment mon souhait. On y travaille vraiment ardemment au sein de la Fondation Fier pour le réaliser. Et voilà, c'est des étapes qu'on doit franchir les unes après les autres, mais c'est un travail passionnant et on voit quand même quelques résultats avancer. Ça avance. Bien, on va terminer là-dessus. Cédric Lemarié, donc je rappelle que vous êtes directeur général de la Fondation Fier. Puis on va suivre de près ce match historique de la Coupe du monde parce que c'est pas loin ici, le 26 juin. Et on espère peut-être vous voir au Canada aussi pour la Coupe du monde. J'adorerais venir, tout à fait. Merci beaucoup, Cédric. Merci aussi. Entrevue. Dans son livre « Ce corps n'était pas le mien », publié en 2020, Béatrice Denez a qualifié sa transition de deuxième naissance. Diplômée de l'École supérieure de journalisme de Lille en 1979, elle a fait une grande carrière en tant que journaliste à la radio, notamment la Radio publique française, Radio France. Elle a même occupé le poste de secrétaire générale et de médiatrice des antennes de Radio France. Et depuis sa retraite, elle s'est engagée contre la désinformation, notamment sur les sujets trans. Elle est cofondatrice et coprésidente de l'association Transsanté France, créée en 2020, qui œuvre pour une meilleure prise en charge des personnes transgenres dans le système de santé. Bienvenue, Béatrice, à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Bonjour, Denis. Toute une présentation, tout un CV. D'abord, on utilise quel pronom et quels accords avec toi? Moi, c'est elle. Elle est féminin. C'est simple. Bon, je vais commencer d'abord avec cette question. Comment es-tu arrivé à qualifier ta transition de deuxième naissance? Deuxième naissance, pour moi, c'est parce qu'en fait, on a tous notre naissance, j'allais dire, biologique, mais très vite, vers l'âge de 4 ou 5 ans, je me suis rendu compte, alors pour parler vulgairement, je dirais qu'il y a quelque chose qui foirait en moi. Il y avait un truc qui collait pas, et petit garçon, en fait, je me sentais vraiment petite fille. Sauf que, évidemment, c'était... moi, je suis né en 56, donc il y a très longtemps, la préhistoire. Pas très longtemps avant moi. Hein. Mais, donc, voilà. Ça fait quand même très longtemps pour moi. Et puis c'était l'époque aussi où on ne parlait pas de transidentité. Et... pour moi, c'était... il y avait une erreur de la nature, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et ça a été vraiment, en effet, pour moi, une souffrance terrible, parce que pendant des années, j'ai essayé de comprendre ce qui m'arrivait, pourquoi j'étais comme ça. J'avais même fini par croire que j'étais un monstre, que c'était une perversion. Et quand j'ai enfin pris conscience de ce que j'étais, que je n'étais pas toute seule, comme ça,
qu'ensuite, je me suis dit, il va falloir vraiment, c'était ma crise de la cinquantaine, je peux pas continuer à vivre dans un corps qui pour moi n'est pas le mien. Donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, il va vraiment falloir que je fasse ma transition. Bon, je pense qu'on viendra sur tous les détails. Et lorsque j'ai pris cette décision, que j'ai enfin fait ma transition, bah, j'étais déjà malheureusement bien âgé. C'était au début de la soixantaine. Et pour moi, en effet, après tout ce que j'ai pu vivre, comme je dis souvent, me déguiser tous les jours en homme, ça a été tellement dur. Et le jour où en effet, et je sais qu'en fait on est très minoritaire à faire une vaginoplastie, donc en l'occurrence ça a vraiment avoir un corps qui était vraiment le corps que j'aurais tellement voulu avoir à ma naissance biologique. C'est pour ça que pour moi c'est ma deuxième naissance, mais c'est vraiment, pour moi c'est une vraie naissance. Alors pour l'anecdote, alors au départ quand j'étais opéré, voilà, tu l'as dit, je suis journaliste, je voulais vérifier quand même, donc j'ai descendu ma main le long du corps en me disant je vais vérifier que j'ai plus ce petit machin entre les jambes. Ouais. Mais il y avait tellement de bandages, de compresses que j'ai rien senti. Mais alors le jour où tout ça a été retiré dans la salle de bain de ma chambre d'hôpital, j'ai fait un malaise en fait. Pour moi, c'est un malaise de bonheur quand j'ai découvert mon corps. Bon, il était assez coloré parce qu'il y avait des hématomes un peu partout. C'est ça. En fait, on a eu très mal pour toi. En lisant le livre, j'avoue qu'on reconnaît la journaliste parce qu'on a eu très mal pour toi. Là, tu décris ta souffrance, c'est vrai. Hein? Mais c'est vrai que bon, c'était pas facile. C'était pas facile, mais le bonheur quand j'ai découvert ce corps. Et ça aussi on le vit en te lisant. Voilà. Pour moi, voilà, j'étais né à nouveau et j'avais enfin ce corps qui m'a manqué toute ma vie en fait. Donc voilà pourquoi je parle de seconde naissance en fait. Mais ça n'a pas été facile. J'aimerais quand même qu'on parle de l'acceptation par la famille. Il y a eu quand même des moments difficiles. Oui, il y a eu des moments difficiles parce que notamment par exemple quand j'ai eu ma vaginoplastie, on parle maintenant on parle plus de dysphorie, on parle d'incongruence, mais voilà, je suis passé de la dysphorie de genre finalement à l'euphorie de genre, à un bonheur extrême. Et en effet, comme je te disais, j'ai fait ce petit malaise en découvrant mon nouveau corps. Et puis il y a aussi cet aspect où après cette opération où je me dis bon voilà maintenant pour moi je suis enfin moi-même et on a envie finalement que le monde entier le sache. On a envie que voilà à la limite tout le monde, bon c'est ridicule ce que je dis là, mais ils sont pas toujours prêts à entendre. Exactement. Et dans ma famille qui pourtant m'a vraiment soutenu, j'ai eu aucun rejet de la part de ma famille, donc franchement j'ai une chance formidable. C'est pas le lot j'allais dire de toutes les personnes trans malheureusement. Mais voilà, j'ai eu un soutien. Mais je pense aussi que j'étais très casse-pied après mon opération parce que voilà, j'avais envie d'en parler en permanence, etc. Et encore une fois, un bonheur immense. Et puis c'est ce que m'a expliqué la psychologue de l'hôpital qui me suivait. Et je trouve que c'est très bien qu'on puisse avoir ce suivi psychologique parce que j'ai fait ce qu'elle appelle d'ailleurs, et c'est vrai que ça correspond assez bien, c'est un baby blues en fait, un peu comme la maman qui vient d'accoucher, qui est tout à son bonheur d'avoir donné la vie, et puis finalement, c'est un peu le bébé qui c'est normal, qui est la vedette, la maman on finit par l'oublier peut-être un petit peu, elle aussi elle est tout à son bonheur, et puis elle peut avoir l'impression qu'elle est qu'elle est peut-être pas abandonnée, mais tous les regards se tournent vers le bébé et ça se comprend. Donc il y a ces moments de dépression et moi je l'ai vraiment il y en a eu tout un, parce que si je comprends bien, c'est que toi tu es arrivé au but là, de la route, c'était là la destination. Je suis maintenant tout à fait femme des pieds à la tête, et là tout à coup on se rend compte que d'autres eux ils doivent apprendre
à vivre avec cette nouvelle personne. Et je veux en parler parce que ça t'a amené même à une tentative de suicide que tu décris dans ton livre. Et cette tentative de suicide-là, c'est vraiment triste, ce passage du livre-là. Oui, oui, parce que... donc tu veux que j'en parle là? Oui, si tu veux, oui, vas-y. Bon, c'est pas le meilleur souvenir, c'est sûr, mais voilà, bon, donc j'étais en plein traitement hormonal aussi, bon, qui perturbe un peu. J'avais fait mon opération. Je venais aussi de faire l'opération de féminisation du visage. Et puis, sur ce, il y a le décès de ma belle-mère, donc la maman de ma femme. Et je m'entendais plutôt bien avec elle. Et c'est là que les membres de la famille, en fait, m'interdisent carrément d'assister à ces obsèques. Pour la bonne et simple raison que une partie de cette famille, donc de ma femme, n'est pas au courant de ma transition, ce qui n'est pas de mon fait, puisque moi, franchement, j'avais vraiment envie que, encore une fois, tout le monde le sache. Et en disant, c'est pas la bonne... Alors, je peux comprendre aussi, hein, c'était peut-être pas forcément la bonne période pour annoncer ma transition à toutes les cousines, etc., etc. Mais en craignant aussi, comme c'était une famille très catholique, en craignant éventuellement des réactions négatives ou autres, et en me disant non, écoute, il vaut mieux pas que tu viennes. Et franchement, ça a été pour moi vraiment un choc terrible, en me disant, je la connais quand même depuis très longtemps, on s'est bien entendu, visiblement elle m'aimait bien. Alors, c'est vrai, il faut être honnête aussi, qu'elle ne savait pas, elle ne connaissait pas ma transition. Moi, je ne l'ai pas vue depuis 6 mois, depuis ma transition, depuis le moment où je n'étais, j'allais dire, que femme, physiquement et dans l'apparence. Et voilà, tout ça, c'était un contexte quand même compliqué, difficile à vivre. Et donc, je me suis retrouvé toute seule chez moi, dans la banlieue parisienne, toute la famille étant partie à Lille pour les obsèques dans le nord de la France. Et je ruminais, et puis à un moment donné, je me suis dit, mais ça veut dire que finalement, on ne supporte pas ma condition. Et oui, franchement, là, j'ai vraiment eu envie de tout lâcher. Et tout était prêt, hein, franchement, tout était prêt. Voilà. Et heureusement, ça n'a pas eu lieu parce que nous n'aurions pas ce moment magique que toi et moi. Je peux quand même, pour la petite anecdote, franchement, je vais dire, ceux qui m'ont sauvé, c'est vraiment mes petits-enfants, parce que j'adore, qui étaient beaucoup plus jeunes que maintenant, hein, parce que ça remonte à quelques années. Et en fait, j'avais pris leurs photos pour avoir, j'allais dire, la dernière vision avant de quitter ce monde. Et puis finalement, c'est ça qui m'a fait réagir en me disant, mais est-ce que je peux leur faire ça à eux? Ouais. Eux, ils n'y peuvent rien à ce rejet que je peux connaître, en fait. Ils n'y peuvent rien. Et pourquoi je leur ferais de la peine? Pourquoi ils perdraient, en fait, leur troisième grand-mère, en fait? Donc je me suis dit, non, finalement... je vais pas le faire, mais ça a été vraiment, par exemple, le lendemain, ce qui est extraordinaire, symptomatique, c'est qu'en fait, je n'avais plus de voix. Bon, c'est au mois de juillet, donc on peut pas dire que c'est parce que j'avais une angine ni quoi que ce soit. Mais voilà, j'étais complètement abattu. C'était vraiment, c'était terrible. Bon, je me suis relevé. Et aujourd'hui, tout va bien. Hein. Oui, je fais toujours cette réflexion, ce qui nous tue pas nous rend plus forts. Et là, j'aimerais parler de la Béatrice de nos jours qui, forte de son passé de journaliste dans les faits et dans les faits, dans les réalités, la science et tout, tu as pris un autre tournant. Oui, retraité de Radio France, mais tu es loin d'être retraité. Parle-nous de ce que tu fais présentement. Parce que tu combats la désinformation d'abord. Oui, c'est ça. J'allais dire, tu sais, je suis comme toi, je suis journaliste et moi, ce qui m'importe et ce qui m'a toujours importé, c'est en effet la réalité des faits, c'est la vérité. En fait, bon, la vérité, elle peut être un peu diverse, mais voilà, au moins la réalité et la vérification des faits. Pour moi, c'est vraiment important. Et moi, ce qui me répugne, et c'est pour ça d'ailleurs que je voulais créer cette association avec des médecins, avec ce côté scientifique, puisque mon association Transsanté France, qui est vraiment la seule association nationale française
qui mélange aussi bien en effet des médecins, des paramédicaux, des universitaires, des juristes, mais aussi d'une manière paritaire des personnes trans, binaires ou non binaires, des familles aussi, des proches et des associations qui nous ont rejointes. En fait, pour nous, ce qui est important, c'est justement de combattre toutes ces contre-vérités qu'on entend et qui fonctionnent d'ailleurs vachement bien en France, hein, parce que quand on voit, ils ont trouvé d'ailleurs, tous les transphobes ont trouvé un bon moyen, c'est de s'attaquer aux enfants qui sont en questionnement, donc aux enfants qui sont peut-être trans d'ailleurs, mais des contre-vérités quand on entend, mais c'est d'ailleurs, on a entendu exactement les mêmes choses au moment de l'élection de Trump. C'est par exemple que les enfants subissent des ablations de testicules, des ablations de pénis. Ce qui est faux. Ce qui est complètement faux, mais c'est aberrant. Il n'y a même d'ailleurs aucun pays qui le fait. Mais ce qui est dingue, et ça, moi, ça me met en rage en tant que journaliste, c'est qu'en plus, des confrères, des consoeurs peuvent laisser passer des choses pareilles. Alors, quand c'est des journaux d'extrême droite, j'allais dire, ça ne m'étonne pas particulièrement. Mais par exemple, un journal en France comme l'Express, que je trouve vraiment très complaisant avec, d'ailleurs, je leur ai déjà signalé plusieurs fois, complaisant avec toutes ces informations qui sont des infox, en fait, qui sont vraiment des fausses informations, en disant, voilà, les enfants ont fait des ablations de seins. Alors déjà, il faudrait que les enfants aient des seins. Les ablations de pénis et autres. Eh ben non, mais sauf que les gens qui ne connaissent rien aux transidentités, ils sont majoritaires, et quand ils lisent ça, ils disent, ah, mais c'est des monstres. D'abord, les médecins sont des monstres, et puis les trans, c'est vraiment des monstres d'accepter ce genre de truc. Bah ouais, sauf que ça n'existe pas. Mais ça fait peur, et on vérifie pas les infos. Et puis comme ça, bah, c'est aussi le truc des réseaux sociaux. On va colporter en disant, mais t'as vu ce qu'ils font aux enfants? Les réseaux sociaux n'ont aucune obligation au fait, à la vérité, exactement, à la contre-vérification. Exactement. Nous, oui. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je trouve très important de le dire. Là, comme journaliste, c'est pas vrai qu'on a à donner les deux côtés, les fameux deux côtés de la médaille, ouais, parce qu'il y a souvent un côté qui est basé sur rien. Totalement. Ben, un exemple, dernièrement, la première mère MAIRE trans en France, Mariko, quand elle a sorti son livre, a été invitée à une grande émission de télévision publique. Et pour parler de son livre, ce qui est logique et ce qui était intéressant, évoquer en effet la transidentité, les transidentités dans une émission grand public, je trouvais ça super. Mais voilà, il a fallu que l'animatrice invite tout ce qu'il y a de pire comme transphobe en France. Dora Muto, qui a écrit aussi un livre qui est vraiment d'une force incroyable contre les trans, avec là aussi plein de contre-vérités. Et alors, on se dit, bah oui, c'était pour équilibrer. Bah oui, sauf que tous ces propos ont été vraiment des propos violents, anti-trans. Donc non, on n'est pas là pour... on ne peut pas équilibrer. Encore une fois, ce qu'on répète, c'est que l'homosexualité, les transidentités, ça n'est pas une opinion. C'est une réalité, on vit ce que l'on ressent. Et on ne peut pas faire un débat pour ou contre les transidentités, comme on ne ferait pas pour ou contre, là, on n'imaginerait plus aujourd'hui, un débat pour ou contre l'homosexualité ou pour ou contre le racisme. Enfin, voilà, c'est des choses qui ne peuvent pas exister. Tout à fait. On sent la vigueur et la rigueur toujours en toi, Béatrice Denès. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission aujourd'hui. Merci, Denis. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Aux petits soins, notre chronique santé. C'est le retour de la chronique Aux petits soins avec Gengis Grenier. Salut Gengis. Salut Denis Martin, ça va bien? Ça va bien, bonne heureuse année. Bonne heureuse année à toi aussi. Tu vas bien aussi aujourd'hui? Je vais très très bien. Et pourquoi on dit bonne heureuse année à nouveau? Parce que on va parler de... Les bonnes résolutions, cet événement annuel qui nous met un peu remettre en question sur nos habitudes de vie, sur lesquelles on se ramène à rétablir les priorités dans nos choix de vie, dans nos activités de vie quotidienne. Les bonnes résolutions, on essaie toujours en début d'année de prendre des décisions pour notre mieux, à savoir est-ce qu'on va plus souvent au gym, est-ce qu'on
coupe dans la mauvaise alimentation? Est-ce qu'on réduit notre présence sur les réseaux sociaux? Est-ce que toi, t'en as pris cette année, Denis Martin? Oui, j'en ai pris. J'en prends toujours. Je ne sais pas si elles vont tenir, mais j'en ai une que j'ai prise. Puis je pense que ça ne me gêne pas de le dire en ondes. J'ai décidé que les personnes toxiques qui m'écrivent des bêtises sur les réseaux sociaux, je vais les bloquer systématiquement. Et c'est très bon pour ma pression, ma tension artérielle. Couper les personnes négatives et toxiques, oui, c'est une bonne résolution. Moi, en contrepartie, j'aime bien faire l'avocat du diable. Moi, j'aime bien éliminer la positivité toxique. Ah oui? Ça fait pas partie de mes résolutions, par contre. OK. La positivité toxique. Oui, les gens qui se refusent de voir une problématique qui est vraiment encombrante, puis qui sont toujours on va trouver une solution, faut qu'on fasse avancer les choses, quand que en fait, tu sais, le Titanic a frappé l'iceberg, puis tu sais, il y en a pas tant de solutions. Il y a des gens qui focusent tellement sur tout va bien, tout est beau, on a juste des les solutions. Lunettes roses puis les licornes. Les lunettes roses et les licornes, moi, ce profil-là, les personnes qui sont positives et toxiques, je trouve que c'est aussi sévère qu'une personne qui est négative et toxique. Ben, allons-y, là, parce que il y a quand même beaucoup de résolutions, puis ça va dans la santé pour beaucoup de cas. La résolution numéro 1, je ne sais pas si c'est encore vrai, c'est d'aller au gym ou encore, je pense que c'est arrêter de fumer qui est la première. Ça dépend d'une étude à l'autre. Je dirais que celle qui concerne dans la communauté LGBT, tu sais, les études tendent à dire que c'est surtout lié à l'estime de soi. Donc, justement, prendre des meilleures habitudes de santé, soit arrêter de fumer. Oui, ça en est une grosse, arrêter de fumer, puis aller plus souvent au gym. Il y a aussi l'abandon d'alcool, prendre des habitudes de vie plus saines, couper les applications de rencontres. Ça, c'est ce qui concerne beaucoup la communauté. Ce qu'ils appelle le détox numérique, hein, faire l'espèce de nettoyage numérique. Oui, moi, je sais pas combien de temps je pourrais tenir à ça, couper Facebook, couper Grindr, couper Instagram. Ça me libère tellement de dopamine sur une base quotidienne que le sevrage pourrait être intense dans mon cas. Ah, wow! On peut avoir des accoutumances, non seulement à la cigarette, à l'alcool, au sucre, au gras. Mais là, je veux qu'on s'entende sur une chose. On ne fera pas de grossophobie à cette antenne. Si les gens prennent la résolution d'aller au gym, c'est parce qu'ils veulent ou elles veulent se mettre en forme. On ne va pas commencer à avoir ces discours que d'avoir du poids, c'est pas une bonne chose. De perdre du poids? Oui, non, ben d'en avoir aussi, là, tu sais, ce discours grossophobe là, qui semble dire que... mais tu sais, il y a du monde qui vont au gym aussi pour prendre de la masse, hein. Ouais. Il y en a qui, tu sais, comme tu sais, l'estime de soi, tu sais, il y en a qui vont se trouver un peu plus enrobés, il y en a qui se trouvent pas enrobés du tout, hein, fait que ça va un peu dans les deux sens. Moi, ça fait 50 ans, je pense, que je m'entraîne pour pouvoir avoir du muscle, puis tu vois, ça s'est pas amélioré. dans les comportements, dans ces résolutions-là, c'est sûr que, tu sais, j'amène les gens à faire attention sur quand il y a un changement comme ça dans la diète et le gym, l'activité physique, il y a de faire attention aux prises de suppléments qui sont sans ordonnance et sur le marché noir pour prendre de la masse, de faire bien attention à ça, puis de pas hésiter d'en parler à son médecin. Les médecins, le personnel médical, on est vraiment beaucoup exposé à de la prise de testostérone, hormones de croissance et j'en passe. Là, les gens vont prendre aussi des stéroïdes pour s'aider à de la créatine, oui, qui peuvent rentrer en interaction avec les médicaments comme la PrEP, le Truvada, là, par exemple. De pas hésiter d'en parler avec le médecin. Moi, les bonnes résolutions de Denis Martin, je trouve que ça va un peu dans le bon gros sens de la modération. Oui. Tu sais, dans mon cas, je suis quelqu'un qui est un peu en surplus de poids. Si je vais au gym, c'est sûr que si je voulais tenir des résolutions sur un an, il n'y a pas juste le facteur gym, il y a aussi le facteur alimentation. Qu'est-ce qui fait qu'une personne a tant de misère à stabiliser son poids? C'est quoi les habitudes de vie? C'est un peu aller dans la modération, à savoir, est-ce que j'ai un problème de boulimie? Est-ce que je suis capable de le reconnaître? Est-ce que la personne peut lire un peu plus sur ce sujet-là? Est-ce que la personne a une distorsion de sa perception de soi? Ouais, il appelle ça la dysphorie, hein, la dysphorie de corps. Oui, oui, c'est vrai, il y a un terme. Il y a un terme maintenant, oui. Les gens se regardent dans le miroir, ils pensent qu'ils sont trop maigres, ils pensent qu'ils sont trop gros, ils pensent qu'ils sont pas assez musclés, ils pensent qu'ils sont pas assez wow. Mais ça, c'est un peu l'effet, justement, des réseaux sociaux.
tu sais. On se connecte sur Instagram, là, on voit 5000 personnes qui sont beaucoup plus extraordinaires que soi-même, tu sais. Et photoshopé. Photoshopé, en plus, tu sais. C'est difficile, tu sais, quand que notre idéal, notre modèle devient un modèle numérique qui est inatteignable pour l'être humain, c'est sûr que ça vient perturber l'estime de soi. Puis à chaque début d'année, moi, j'entends beaucoup de gens se mettre des barèmes de résolution qui sont beaucoup trop élevés, qui sont trop inatteignables. Tu sais, il faut revenir un peu dans la modération, tu sais, du pourquoi que je fais ça comme ça, puis qu'est-ce que je peux faire pour changer ces habitudes-là de vie, tu sais. Et puis, je pense que là-dedans aussi, c'est qu'il doit y avoir une approche holistique, parce qu'il n'y a pas seulement je vais aller au gym, je vais m'entraîner, perdre du poids ou prendre du poids. Il y a d'autres choses. Qu'est-ce qui fait qu'on a un surplus de poids? Qu'est-ce qui fait qu'on a pas assez de muscles? Est-ce qu'il y a quelque chose dans notre système? Donc, il faut quand même avoir une approche beaucoup plus holistique que juste je vais aller au gym, parce que peut-être que c'est pour ça que ça marche pas, puis les gens lâchent au bout d'un mois. Ça, c'est sûr. Ça, je suis d'accord avec toi, mais si on regarde l'alimentation qu'on nous expose, va faire un tour chez Metro, chez IGA, il n'y a pas tant d'aliments sains qui sont à vendre. Le biologique qui est rendu rare, puis pour le peu qui reste, c'est des organismes génétiquement modifiés. C'est sûr que si moi puis toi, là, on s'en allait en campagne, on se mettait à cultiver nos légumes puis nos fruits, puis à faire notre propre élevage, on risquerait d'avoir une shape un peu plus des années 70 ou du monde d'avant, tu sais. Mm-hmm. Regarde les anciennes photos du monde qui est en train de s'industrialiser. C'était des gens qui mangeaient beaucoup, puis pourtant, il n'y avait pas tant de phénomènes d'obésité, tu sais. Ils n'étaient pas exposés à des aliments qui sont ultra transformés. Fais un tour dans les rayons. 3 aliments sur 4 sont des aliments ultra transformés. Puis, souvent, ces aliments-là sont moins chers que les aliments qui seraient bons pour la santé. Et c'est démontré, il y a des études qui démontrent que ces aliments-là sont beaucoup moins bons pour la santé et peuvent même causer des problèmes de santé. Ah, ben c'est clair. Cholestérol, haute pression, sursaturé en gras puis en sel, ça va pas bien avec le cœur et la circulation sanguine. Donc, on décide d'aller au gym. C'est une des résolutions. Puis je pense que c'est assez clairement fort dans nos communautés aussi, du moins chez les hommes, hein, d'aller... Oui, ben c'est ça, le focus sur l'apparence physique, puis une tendance vers l'orthorexie, surveiller tout ce qu'on mange, c'est quelque chose de très populaire dans notre communauté. Mm-hmm. C'est comme un peu un modèle social sur lequel on tend à aller, aimer connaître les calories de tout ce qu'on mange, connaître un peu la dépense énergétique de toutes les activités physiques. Il y a beaucoup de gens qui en font une priorité principale. Mm-hmm. J'ai un de mes meilleurs amis, il s'appelle Kevin, pour pas le nommer. Ben Kevin, si il y a un projet de loi en France pour le défendre, lui. Kevin, si on fait à manger, si je prépare des œufs, une omelette, puis que je mets genre 6 slides de saucisses dans l'omelette, il est capable de tout compter ce que ça représente en calories. Puis ça, c'est quelque chose qui est bien intégré à sa personne. Puis Kevin, il est pas tout seul, t'sais. Il est pas tout seul à tout calculer ça. Moi, peu importe les résolutions, c'est vraiment aller dans la modération ou déconstruire des habitudes de vie. Moi, j'y vais un peu plus comme ça. Puis, moi, ma résolution à moi, Martin, c'est de ne pas laisser le monde extérieur, ce monde en perpétuel changement qui nécessite de l'adaptation sur une base quotidienne, qui est souvent positivement toxique, négativement toxique, ne pas laisser ce monde-là venir polluer ma conscience de soi, mon bien-être, mon moi-même. T'sais. Est-ce que tu me permets de le dire? Parce qu'on a eu cette année des commentaires absolument épouvantables sur une photo qu'on avait publiée, toi et moi. Oui, ben à ton égard. Ça me dérange pas. Tu sais, puis c'était vraiment... moi, j'avoue là, que ça m'avait tellement fâché. J'en ai même parlé sans te nommer, mais là, je peux te le dire. Puis je pense que ça, ce genre de personnes-là, ben bon, on essaie de pas trop être... On m'avait comparé au monsieur Moffleux, au bonhomme Michelin. Ouais, j'osais pas le dire. J'avais... ça me dérange pas d'en parler. Parce que j'avais pris du poids, tu sais. Puis, tu sais, moi, dans ma famille, les gens sont beaucoup en surplus de poids. C'est quelque chose qui peut être attribué à des facteurs génétiques. Puis, mais je me mets pas en résolution cette année d'augmenter mon gym, surveiller mon alimentation. J'essaie juste de plus, comme je te dis, déconstruire des malhabitudes pour pouvoir rester en santé. Cela dit, là, dans les résolutions,
résolution importante. Arrêter de fumer, c'est une très bonne résolution à prendre parce que c'est vrai que fumer, peu importe, là, c'est vraiment pas bon pour la santé. Alors, si on décide d'arrêter, c'est pas toujours facile. Il faut pas se décourager si ça ne fonctionne pas. Puis, il y a peut-être de l'aide qu'on peut avoir de notre médecin. Toute personne qui veut arrêter de fumer peut se présenter en pharmacie communautaire, se faire prescrire des patchs pour arrêter de fumer. C'est une procédure que les pharmaciens sont habilités à faire. Il y a des patchs, il y a la gomme, y a-t-il d'autres choses? Il y a des traitements aussi antidépresseurs en faible dose. Oui. Pour ne pas le nommer, je pense le Celexa et l'Effexor, si je me trompe pas, en faible dose peuvent aider à arrêter de fumer. Puis dans les traitements que les pharmaciens peuvent prescrire, il y en a un. Il y a même un comprimé, si je me trompe pas. Mais tu sais, déjà, les patchs, c'est déjà bon. C'est déjà bon. La gomme aussi. La gomme donne un sentiment d'apaisance quasiment instantané. Tu sais, c'est directement absorbé par les muqueuses buccales. C'est ça. Puis aussi de s'outiller. Si la personne fume à cause de des sources de stress, il faut peut-être qu'elle élimine les sources de stress en soi. Là. Souvent, c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de facteurs externes à seulement cette habitude-là. Faut le dire, hein, les gens qui prennent des résolutions, puis ça, c'est toutes les communautés, quelle que soit la communauté gay ou de la population en général. Je pense que les données sont assez horribles. Frappantes. Les gens prennent des résolutions, puis il en reste combien au bout d'un an? Il y a des études qui disent 80% d'abandon, ce qui est énorme. C'est ce que j'ai comme étude ici, oui. J'attribue ça au fait que c'est des résolutions qui sont trop sévères, trop inatteignables, justement. Puis, la presse a sorti une étude en l'année passée, en 2024, qui disait que seulement 1% tenait bon. 1%, c'est pas beaucoup. Non. Il faut prendre des résolutions qu'on est capable de tenir avec des objectifs qui sont atteignables. Puis, quand on regarde la jeune génération, c'est une jeune génération qui ne consomme pas d'alcool, qui ne consomme pas non plus la nicotine. Puis, ça l'alarme un petit peu les géants de l'alcool. Oui, qui nous font d'accord de la publicité. Ouais. Cela dit, on va devoir s'arrêter ici, mais on va dire aux gens, découragez-vous pas. Prenez des résolutions que vous êtes capable d'atteindre. Puis si ça marche pas, on recommence. Il y a une année à chaque année. Merci beaucoup, Gengis. Merci à toi. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. L'imaginaire, l'étrange, l'horreur et l'inusité. Queer Côté Geek avec Philippe Aubert-Côté. Bon, Philippe Aubert, désolé, mais on s'amuse de temps en temps à faire des intros comme ça. Je suis surpris. Alors, je vous annonce tout le monde, c'est moi qui monte ces trucs-là, je sais. Hey, on va parler de Frankenstein aujourd'hui, qui est une icône queer toujours actuelle. Oui, Frankenstein, qui est un incontournable dans l'horreur. Stephen King le considère comme l'un des 4 archétypes fondamentaux de l'horreur, avec le vampire, le loup-garou et le fantôme. Mais côté queer, il est intéressant aussi. Ah, pourquoi? Pourquoi en parler d'abord en janvier aussi? Bien, pourquoi en parler en janvier? D'abord, pourquoi en parler? C'est pour 2 raisons. D'abord, le 1er février prochain, ça va marquer le 175e anniversaire du décès de Mary Shelley, donc l'écrivaine à qui on doit le roman qui est derrière le mythe de Frankenstein. Et pourquoi en parler dans le cadre de cette émission? C'est parce que le monstre de Frankenstein est aussi une icône queer. C'est un mythe qui a été créé par une auteure queer dans un milieu qui était très queer, on va y revenir. C'est un mythe qui doit aussi son visage emblématique, le monstre de Frankenstein avec la tête carrée, les électrodes, on doit ça à un réalisateur qui était queer. Ah. Et aussi, c'est un mythe dont le propos fondamentaux sur la société est toujours d'actualité, encore plus pour les populations queer et marginales. Bon, on va parler de Frankenstein, l'homme qui crée un autre homme. Oui, un petit rappel d'abord. Donc, c'est quoi Frankenstein? Donc, on veut parler d'un mythe aujourd'hui, mais ça vient d'un roman écrit par Mary Shelley et publié en 1818. Et c'est l'histoire d'un jeune savant qui assemble le corps d'un homme à partir de différents morceaux de cadavres auquel il donne vie par des moyens scientifiques, mais il va abandonner sa création puis elle va venir lui réclamer des comptes. Une petite précision, Frankenstein, c'est le nom du docteur qui crée le monstre, le docteur Victor Frankenstein, mais dans la culture populaire, on confond les deux. Frankenstein désigne des fois autant le monstre que le créateur, un peu. C'est un roman, le roman de Mary Shelley est intéressant parce qu'il possède plusieurs niveaux qui le rendent vraiment marquant. C'est un roman d'horreur d'abord, c'est la création d'un monstre meurtrier qui se révolte contre son créateur. C'est un des premiers romans de science-fiction qu'on recense parce qu'au lieu d'utiliser la magie pour animer la créature, Mary Shelley imagine un moyen scientifique qui était une extrapolation de la science de l'époque où on s'est rendu compte que l'électricité pouvait activer les muscles. Mais c'est avant tout un roman social qui soulève des questions philosophiques
notamment autour de l'aliénation de l'individu. Parce que le monstre de Frankenstein, c'est un individu à qui une société reflète son statut d'être humain, refuse, son statut d'être humain. C'était à l'époque des Lumières, à l'époque de Frankenstein. C'était très philosophe. Il y avait le progrès, tout allait être pour le bien. Mais Mary Shelley nous souligne que dans cette belle société-là, il y a quand même des laissés pour compte et le monstre est confronté à ce rejet. Wow, donc Frankenstein aurait des origines non seulement queer, mais on dirait polyamoureuses? Oui, parce que la genèse du roman, c'est un roman en soi. Pour mettre dans le contexte, Mary Shelley, née Goodwin, est née en 1797. C'est la fille d'un philosophe progressiste et d'une écrivaine féministe. 1797, là, c'est 38 ans après la chute de la Nouvelle-France, pensez-y, là. Donc, c'était des parents d'avance sur leur époque. En 1814, elle rencontre le poète Percy Shelley, qui va lui donner son nom final plus tard, avec qui elle s'enfuit en Europe. Et c'est en 1816 que les choses intéressantes se passent. Mary et Percy, qui sont non mariés mais en couple, ce qui était déjà scandaleux à l'époque, mais séjournent en Suisse sur les rives du lac Léman dans une luxueuse villa qui est occupée par Lord Byron, qui est un des plus grands poètes de cette époque-là et qui est un ami du couple. Et il y a d'autres invités aussi. Le médecin secrétaire de Lord Byron, le docteur Polidori, est là, ainsi que Claire Carmon, qui est la demi-sœur de Marie. Tous ces petits gens-là se retrouvent au bord du lac Léman et ils s'emmerdent, c'est un été pluvieux, c'est sombre, il n'y a rien à faire. Ils se distraient en lisant des histoires d'épouvante au coin du feu. Et là, Lord Byron a une idée de dire « Hey, savez-vous quoi? C'est le fun des histoires d'épouvante. On se lance un défi, on en écrit tous une. » Ils ont tous essayé. Et c'est Mary Shelley, la future Mary Shelley, donc qui va avoir l'idée la plus géniale. Elle va faire un rêve, inspiré des discussions philosophiques de son mari, de Lord Byron, où elle voit un jeune médecin qui assemble un autre homme et lui donne la vie. Oh. Et là, elle va commencer à faire une petite histoire qu'elle va transformer en roman qu'elle va publier en 1818 de façon anonyme, parce qu'évidemment, une femme à l'époque publiait un livre. C'était dangereux. Hein? Oui. Donc, et c'est né qu'en 1831, donc, qu'il va y avoir une réédition avec son nom, c'est ça? Avec son nom. Qu'on va savoir que c'est elle qui est derrière le mythe de Frankenstein, qui est déjà très mythique à l'époque. Bon, alors là, on parle depuis tantôt, Frankenstein on dit qu'il est né dans un contexte queer. Oui, parce que tous ces gens-là que je vous ai nommés là, sont très queer. Percy Shelley, donc le futur mari de Mary, c'est un bisexuel qui a déjà fait un premier mariage de façade. Ah bon? Pour cacher son homosexualité, le couple accueillait des hommes dans leur lit jusqu'à ce que ça barbe et que lui décide de fuir l'Angleterre avec la jeune Mary. Il avait peur qu'on trouve des preuves de ses amours masculines, puis là, c'était punissable par la corde à l'époque. Hein. Lord Byron, c'est un homosexuel très sulfureux qui a fait scandale dans les écoles où il étudiait, puis dont les écrits passionnés témoignent de son amour pour plusieurs hommes. Le docteur Polidori est dans une relation toxique avec Lord Byron. Il va même se venger quelques années plus tard en écrivant une histoire de vampire qui va camper le cliché du vampire aristocratique que Bram Stoker va réutiliser pour Dracula après. Mary Shelley elle-même, elle a évoqué des expériences avec des femmes, notamment après le décès de son mari qui est mort noyé quand il faisait de la voile avec son amant. Elle s'est consolée avec la veuve de l'amant en question. Il était probablement dans une relation polyamoureuse. C'est très queer tout ce monde-là. Ouais. Alors, c'est étonnant que Mary Shelley ait écrit un roman qui justement critiquait le fait que la société de l'époque avait tendance à marginaliser les gens. Donc, c'est pas très étonnant quand on regarde le contexte. Oui. On va aller au ciné maintenant parce que le mythe trouve son virage contemporain grâce à un réalisateur qui lui aussi est queer. Exactement, parce que Mary Shelley a écrit le roman en 1816, mais l'image moderne qu'on a de Frankenstein, là, la tête carrée, les électrodes, puis le cliché du savant qui anime sa créature avec la foudre, ça, on doit ça à James Whale, un cinéaste d'origine britannique, qui va faire un film de Frankenstein en 1931. Donc, il va faire 2 films, le Frankenstein en 1931 et une suite, La fiancée de Frankenstein. Pour le premier, Frankenstein 1931, il va confier le rôle du monstre à Boris Karloff. Donc, Okay. Un acteur britannique qui a passé par le Canada, qui n'avait pas eu de grand rôle avant d'aboutir aux États-Unis. Et à 42 ans, il n'était pas connu. Il devait même être routier pour arrondir ses fins de mois. James Whale le repère puis lui propose « Veux-tu faire mon monstre » ou ça. Et c'est Boris Karloff qui va devenir l'incarnation cliché typique de Frankenstein qu'on connaît aujourd'hui. La tête carrée avec les électrodes dans le cou. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que James Whale, comme tu l'as dit, était queer. Et il a voulu apporter un regard différent de ce qu'on lui demandait de faire pour Frankenstein. Parce qu'on croit souvent que l'histoire de Frankenstein, c'est l'histoire d'un savant
qui crée un monstre, qui bafoue la loi divine, puis qui se fait punir par le bon Dieu. James Whale dit non, c'est pas ça que je vais faire. Il va décider de présenter le monstre comme une victime. Ah. Lui-même est homosexuel, c'était très difficile à vivre à l'époque, et il s'est dit non, le monstre va être une victime de la société comme les personnes queer de l'époque. Donc, il décide de faire du Dr Frankenstein le monstre, de faire les villageois qui poursuivent la créature les monstres, et il fait du monstre une victime innocente, ce qui était assez rebelle à l'époque. Okay. Donc ça, c'était pour le premier film. Le film de 1931 connaît un gros succès. Donc, en 1935, on redemande à James Whale de faire une suite. Et là, on lui donne les sequels, hein, les fameuses suites. Les fameuses sequels, hein, ça remonte à... Ça date pas d'hier. Hein? 1935, donc. 1935, il fait la fiancée de Frankenstein. Il a carte blanche. Et là, il se fait plaisir. Ah oui? Parce qu'il faut, quand on regarde le film en se mettant les bonnes lunettes, c'est plein de jokes queer et gays qui sont cachés à l'intérieur du film. Dans La fiancée de Frankenstein, l'intrigue nous montre le docteur Frankenstein qui se fait solliciter par un autre docteur, le docteur Pretorius, qui veut l'inciter à créer une fiancée pour le monstre qui est apparu dans le premier film. Mais là, c'est que le docteur Pretorius est joué par Ernest Tessier, qui était un acteur ouvertement gay à l'époque. Il tricotait entre les scènes. Hein? Oui, oui. Il était très affirmé côté queer, puis il aimait ça choquer les gens. Le docteur Pretorius, c'est une sorte de grande folle, pour reprendre l'expression de Whale. Oui. Il surjoue, il y a des tics, il y a des manières, tout ça. C'est un personnage queer de cabaret, mais c'est tellement subtil que ça a échappé à la censure. Et là, il n'arrête pas de tout faire en sorte, le docteur Pretorius, pour détourner le docteur Frankenstein de sa fiancée. Et là, on se retrouve avec l'histoire de, au lieu d'avoir un homme puis une femme qui crée un autre homme, on a deux hommes qui créent la femme. Ah! C'est très subversif pour l'époque. Et la fameuse fiancée, qui est jouée par Elsa Lanchester, une actrice avant-gardiste qui était très proche des milieux LGBT, qu'on a revu dans les films de Disney comme Mary Poppins après. Là. Donc, elle joue le rôle de la fiancée, puis vous irez voir les photos sur le web. Là. Elle a une perruque, mais extravagante, qui est devenue iconique, qui est un clin d'œil aux perruques qu'on portait dans les shows de travestique drag queen. Hein. Ça figurait très bien dans la garde-robe de Mado Lamotte, là, cette perruque-là. Ah bon? Parlons maintenant des variations queer de cette histoire. Oui, parce que La fiancée de Frankenstein, ça a marqué le début d'un tas de variations sur l'histoire de Mary Shelley. Écoute, il y en a tellement de variations en films, livres, BD, dessins animés, tout ça, que c'est impossible de toutes les couvrir. Là. On peut faire des ouvrages là-dessus. Moi, j'ai fait une petite recherche, puis on trouve énormément de livres érotiques dans le milieu gay où le docteur Frankenstein décide de se créer un amant bien membré. Ça revient souvent, ce cliché-là, dans les livres érotiques gays. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Et imagine que, évidemment, sur les couvertures des livres en question, pour animer la créature, hein, il lui envoie la faute sur le paratonnerre en bas de la ceinture où je pense, évidemment. Mais ça, c'est le côté comique. Mais il y a eu des films plus sérieux. Il y en a deux que je retiens. Il y a Andy Warhol, un artiste bien connu, des milieux queer, tout ça, qui a mis son nom sur un film de Frankenstein qui s'appelle Cher pour Frankenstein en 1973. Si vous écoutez ce film-là, prenez beaucoup de vin parce que c'est une sainte horreur à regarder. Là, c'est très mauvais, là. Mm-hmm. Mais tout ça, c'est un accident de train au ralenti, comme disent certains. Plus intéressant, le Rocky Horror Picture Show, qui est un film qui se passe dans un univers très Frankenstein, tout ça, où Tim Curry interprète le docteur Frankenfurter, qui est une sorte de transe extraterrestre qui vient, dont on ne sait pas trop, mais bon, on s'en fout, c'est queer tout ce milieu-là, et lui, il se crée un monstre très sexy appelé Rocky. Et ce qui est intéressant, c'est que le film de Rocky Horror Picture Show véhicule l'effet que la monstruosité, les monstres, c'est juste des excentriques. Ouais. Et ils ne sont monstrueux que parce que la société les juge comme ça. Mais eux sont bien fiers de ce qu'ils sont. En conclusion, je vais surfer sur cette idée-là de l'excentricité comme une anormalité. Parce que pourquoi, je reviens à l'affirmation, pourquoi Frankenstein est une icône queer? Si on vient du début, le roman original de Mary Shelley souligne les contradictions de l'époque des Lumières en nous montrant que qu'est-ce qui fait que son monstre est un monstre? C'est parce que la société le rejette. T'sais. James Whale reprend la même idée. Il pose la question, qu'est-ce qui fait que le monstre de Frankenstein est vraiment le monstre? C'est la société qui le décide. Bien, on peut faire un parallèle avec la situation actuelle des personnes LGBT. En ce moment, on a beaucoup de politiciens puis d'idéologues qui ciblent les communautés LGBT, queer et marginalisées puis qui les identifient comme étant les monstres qui dérangent la société. Ouais. Plutôt que de se poser des questions sur leurs propres actes, leur propre philosophie et tout ça. Donc, encore aujourd'hui, la situation dénoncée dans Frankenstein et dans le film de Whale perdure un peu aujourd'hui. Donc, je serais très curieux de voir qu'est-ce que Mary Shelley aurait à dire sur la situation actuelle des personnes queer, LGBT, marginalisées aujourd'hui par rapport à son livre. Je suis sûr qu'elle aurait bien des choses à nous raconter.
Ben, écoute, on en apprend continuellement avec toi, Frankenstein. Frankenstein, donc une icône queer. Il y en a beaucoup comme ça. Oui. Des icônes queer qu'on va voir dans les prochaines chroniques. Il y en a plein. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Philippe Aubert. Merci. Pour joindre l'équipe de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, écrivez-nous à heureciel@gmail.com, heureciel en un seul mot, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook et Instagram, @DM Chabot Auteur et sur LinkedIn, Denis Martin Chabot. Ben, c'est déjà la fin de ce 125e épisode de l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Pour nous suivre, écouter ou découvrir nos archives, je vous donne rendez-vous sur nos réseaux sociaux et surtout sur le site Internet de Canal M. Vous allez voir qu'il y a toute une belle section de LGBTQIA+. Je tiens aussi à remercier notre équipe de recherche, Godéric Traub et Marie Massé. Un merci tout spécial à Mathieu Tessier pour la mise en onde, ainsi qu'à toute l'équipe de Canal M, à commencer par Jean-Sébastien Laliberté, Philippe Lapointe et Marjorie Théodore. Je m'appelle Denis Martin Chabot, je suis l'animateur, le réalisateur de l'Arc-en-Ciel, l'heure où l'Arc-en-Ciel se lève. Je vous remercie de votre fidélité et je vous souhaite de passer une excellente semaine. À la semaine prochaine.